Du coup, moi, j'ai jamais eu de distorsion d'identité, de qui je suis, est-ce que je suis plus un tel. J'ai fait le choix de dire que j'étais tout en même temps. Donc moi c'est Myriam Calidance, je suis l'enfant du milieu dans cette famille. Je me suis sentie complète à partir du moment où je suis allée voir en fait. Le moment où je suis allée au Rwanda, à Kigali. Alors moi je m'appelle Raïssa Calidance, je suis la petite dernière de cette famille. Je suis la petite sœur de Myriam Calidance et Annie Calidance. Et le fruit de l'amour de Madame Calidance et Monsieur Calidance. Wow, c'est beau. Moi je dirais que la religion en fait elle a toujours fait partie de ma vie. Parce que aussi bien mon père que ma mère nous en parlaient en fait. Et moi j'ai un souvenir en tout cas de mon père en train de t'apprendre l'alphabet arabe. Et du coup nous on était à côté et t'avais un petit cahier. Et du coup on essayait de faire les signes, les symboles. Et du coup de l'autre côté, en fait on avait notre maman du coup qui a été dans une école de bonnes sœurs et qui nous parlait tout le temps de son école de bonnes sœurs, que du coup elle avait suivi le droit chemin grâce aux bonnes sœurs. Et à Noël en fait on allait à l'église et du coup ça nous a un peu plus plongé je pense dans la religion catholique. Et j'ai commencé à réfléchir à tout ça. On a une tradition dans la famille, c'est de faire des discours en fait. On fait tout le temps des discours pour toutes les occasions, toutes les grosses occasions, donc anniversaire, Noël, baptême, diplôme même sans rien. Sans rien, ouais, discours. Et là, pour mes 16 ans, mon frère, du coup, avait fait un discours et m'avait dit Raïssa, je pense que ce serait bien que tu commences à t'intéresser à la religion. Et en gros, il ne me mettait pas sur une voie ou sur l'autre, c'était juste, ce serait bien que tu t'y intéresses. Et donc, avec Myriam, on a commencé à s'intéresser un petit peu. Notre maman, elle allait tous les dimanches à l'église là de Clichy. Et là, elle nous a dit si vous voulez, les filles, vous venez avec moi. Donc là, on y allait. Et là, elle a senti, je pense, qu'on voulait un peu plus s'intéresser parce qu'en fait, la première fois que tu vas vraiment à l'église et que tu dois faire les Notre Père et les chants et que tu te rends compte que t'es un petit peu à la ramasse, tu dis tu connais rien, je connais pas. C'était drôle. Ouais, c'était drôle. Et du coup, on a commencé à faire du catéchisme. Et ce qui était bien, c'était qu'on était avec des jeunes de notre âge qui étaient au collège avec nous. Et en fait, on s'amusait. En même temps, on avait des discussions un peu philosophiques. Et c'était des gens surtout qui avaient, entre guillemets, le même niveau que nous, en fait. Et donc, on a fait notre catéchisme, on est parti à Lisieux, on est parti à Lourdes. Et ces voyages, moi, ça m'a beaucoup nourri. Et en revenant, du coup, on s'est fait baptiser. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a trouvé, moi que j'ai trouvé mon chemin, en tout cas, dans la religion. Dans l'histoire de nos parents, par exemple, on a vu pour notre mère qui est née au Rwanda, qui s'est exilée au Burundi, qui allait ensuite aux Comores, et puis qui est venue en France. C'est un peu une histoire panafricaine aussi. Et notre père, il a voyagé dans quasiment toute l'Afrique. Il a fait énormément de pays africains et il a adoré tous les pays, il a adoré les expériences en tout cas, dans tous les pays auxquels il est allé. Et du coup, nous, on a grandi avec différentes influences. Après, moi, concernant les origines, l'identité, etc., notre chance, je trouve, c'est que même nous, on est tous nés à Paris, on a grandi à Paris, en région parisienne, on a toujours eu des récits de l'Afrique et de nos origines. Notre mère, elle est super fière d'être rwandaise. Notre père, il nous a appris à lire avec les contes de Mamadou et Bineta. C'est un livre super présent en Afrique de l'Ouest, par exemple. On a toujours eu de la famille qui venait, même si on n'était pas à fond dans les événements communautaires, etc.
mais c'est des influences qui sont là, qui sont présentes, et on nous a jamais demandé de choisir. On a dit qu'on était tous ça en même temps, et donc nous on l'a accepté parce que ça faisait partie de notre éducation. Mais dans le cheminement, quand on avance, quand on grandit, on se pose quand même les questions. D'où je viens, comment je peux me définir, qui je suis, de quelle identité je suis, etc. Moi, ça m'a amené à créer Hidaya avec les membres de l'équipe Hidaya. Ça m'a amené à lire énormément sur l'histoire de l'Afrique, des mondes africains. Ça m'a amené vers le panafricanisme aussi. Mais c'est une manière de se rapprocher de ses origines en étant ici. Du coup, moi, j'ai jamais eu de distorsion d'identité, de qui je suis, est-ce que je suis plus un tel. J'ai fait le choix de dire que j'étais tout en même temps. L'erreur qu'on fait avec les métis ou les personnes d'origine diverse, c'est de leur demander de choisir. Alors, je peux pas dire de l'oreille jusqu'à l'épaule je suis rwandaise, et puis du genou jusqu'aux orteils je suis comorienne, et le reste c'est... non, je peux pas dire ça. Tout ça c'est un mélange qui fait que je suis moi aujourd'hui. Donc je considère qu'on est 100% tout ce qu'on est. Il n'y a pas une histoire de choisir. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je me retrouve dans le panafricanisme, parce que pour moi c'est la vision la moins excluante de l'Afrique et des mondes africains, et même du monde de manière générale. Parce que quand on parle de panafricanisme, on ne parle pas des mondes africains de manière isolée, on les relie au reste du monde. Et ça, c'est un peu à l'image de l'éducation qu'on nous a transmise. Ma mère et mon père nous ont transmis énormément de choses, que ce soit la culture, les valeurs, le savoir-être, comme il disait. Il nous a raconté plein d'histoires, là, comme notre mère là, nous raconte sur tout son parcours depuis le Burundi, depuis le Rwanda jusqu'aux Comores et maintenant la France. Notre père aussi nous a raconté son parcours. Pendant toute mon enfance, moi j'ai essayé de visualiser leur enfance, leur adolescence, leur âge adulte. Quand elle nous racontait j'ai rencontré votre père à l'aéroport des Comores à Moroni, j'arrivais pas à imaginer vraiment ça. Et moi en fait le livre s'est bouclé, je me suis sentie complète à partir du moment où je suis allée voir en fait. Le moment où je suis allée au Rwanda, à Kigali, où on est passé par le village où a vécu ma mère, donc de 0 à 5 ans. Moi ça m'a bouleversée en fait. Ça m'a bouleversée. Ce moment-là en fait je me suis dit ah ok c'est ça en fait. C'est ça. Et là en fait déjà la partie Rwanda, la partie rwandaise même je dirais qui est au fond de moi, en fait c'est complété. C'est bon, ça c'est fait. Et ensuite les Comores, quand on était en voiture avec Ali, Myriam et nos parents, quand notre père nous disait ah bah là c'était mon lycée en fait. Après on est allé dans son village. Là c'est la rue où il y a les maisons de toute la famille en fait. Alors, là c'est la cousine, là c'est la tante, là c'est... Et en fait de voir vraiment ça, moi ça m'a bouleversée, et en même temps je me suis dit c'est bon là t'as fait ce qu'il fallait faire, t'es complète. C'est-à-dire que eux ils t'ont apporté la base, t'as vu de tes propres yeux tout ce qu'ils t'ont raconté, et maintenant t'es pas au bout de ton cheminement en fait personnel, mais t'es arrivé au truc que tu voulais en tout cas. Absolument qu'on soit intégré à la société française, parce qu'ils savaient que c'était là où on allait grandir. Et en même temps, c'était le plus simple parce que c'est la langue qu'ils avaient en commun. Mais on entendait parler Kinyarwanda, comorien au téléphone, etc. avec la famille. Mais malheureusement, on n'a jamais été initié par nos parents. Et là, on est dans des démarches où on veut réellement apprendre à parler, à comprendre, à écrire, que ce soit le comorien ou le Kinyarwanda. Et oui. La priorité pour nous, et surtout pour moi, c'était de maîtriser vraiment la langue française. Et ça déjà toute petite, avec mon frère qui était professeur, et chaque soir, ce qu'il nous disait, n'oubliez jamais, la langue française, c'est une langue noble. Alors, j'ai été
colmaté, j'arrive, j'ai mes enfants, le française. Non, allez, tout le monde doit étudier ça, et puis réussir les études. Vive les colos. Ouais. Oui. En plus, ta langue maternelle, c'est le Kinyarwanda. Ouais, c'est vraiment c'est le une langue Kinyarwanda. exceptionnelle. Mais je Comme beaucoup comprends. d'autres langues. Mais moi, je me disais, j'ai été déjà expulsée de mon pays. Oui, oui, oui. Oui. Puis qu'est-ce que je vais leur apprendre la langue rwandaise alors que je n'ai même plus d'adresse, on m'a tout volé. Mm. Et la France, au moins je sais que j'ai du travail et aussi demain ils vont avoir un diplôme et travailler. Mais le Rwanda, pour moi, j'avais mis une croix dessus, je ne savais pas que j'allais retourner au Rwanda. Et là, vraiment, par exemple, là, cette histoire au travers des langues, c'est vraiment important, par exemple, dans les contextes historiques. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements historiques qui se sont passés, des événements aussi personnels, mais qui sont dus aux événements historiques des pays en question, qui ont fait qu'il y a une cassure, vraiment. Et quand Ali dit merci les colons, ce genre de choses, c'est vraiment, on voit bien là la cassure de la colonisation. Aux Comores, c'est encore plus flagrant. Là, on voit aujourd'hui que par exemple Mayotte est française. Et c'est... Mes parents, il faut savoir que quand ils étaient à l'école primaire, ils apprenaient le français. Ils n'avaient pas le droit de parler en... Voilà. Ils n'avaient pas le droit de parler en comorien, en kinyarwanda. Et du coup, nous, on a hérité aussi de ça. Et aujourd'hui, avec le recul, on se dit... moi, je vois toujours mes amis, par exemple, sri-lankais, qui arrivent à switcher de manière incroyable du français au singalais, au tamoul, etc. Je me dis, j'aurais trop aimé qu'on soit polyglotte. En plus, ma mère, elle parle le swahili, le kirundi, le kinyarwanda, le comorien, le français. Et quand on est allé au Rwanda, on a vu cette jeunesse qui est pareille, en fait. Ouais. Qui parle le swahili, qui parle anglais, qui parle français, qui parle le kinyarwanda, qui parle lingala avec la proximité avec le Congo. Et on s'est dit, ouais, en fait, ils ont cette richesse-là et on aurait bien aimé l'avoir. Du coup, c'est pour ça qu'on est dans des démarches d'apprentissage tardive, on va dire ça comme ça. Mais on y vient quand même. Oui. Il n'est jamais pas à apprendre. Exactement.